Tu comptes toujours l'argent dans cette banque, a éclaté de rire mon cousin Michel lors de la réunion de famille. Une carrière si simple. Tout le monde a hoché la tête, me prenant en pitié. J'ai souri poliment et siroté mon café. Puis mon téléphone s'est allumé, directrice Dubois, le gouverneur de la Banque de France a un besoin urgent de vous. Les rires ont cessé instantanément. Il y a une sorte de condescendance particulière qui accompagne les réunions de famille lorsque vous êtes considéré comme celui ou celle qui n'a pas réussi. Elle se manifeste dans chaque hochement de tête compatissant, chaque question prudente sur la façon dont le travail se passe, chaque comparaison avec vos parents plus accomplis. Je vivais cela depuis maintenant 7 ans. Depuis que j'étais rentré à la maison pour Noël à l'âge de 26 ans et que j'avais dit à ma famille que j'avais accepté un poste dans une banque à Paris, ils ont entendu « guichetière de banque ». Je ne les ai pas corrigés. La vérité était nettement plus complexe, mais j'avais appris au début de ma carrière que certaines explications ne valaient pas la peine, surtout avec des membres de la famille qui avaient déjà décidé qui vous étiez et de quoi vous étiez capable. Ma famille, les Dubois, était composée de personnes très performantes au sens traditionnel du terme. Mon frère aîné, Romain, était neurochirurgien à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Ma sœur, Hélène, était associée dans un grand cabinet d'avocats à Paris. Mon cousin Michel, qui ne manquait jamais une occasion de rappeler à tout le monde son succès, dirigeait une chaîne régionale de concessionnaires de voitures de luxe qu'il avait hérité de son père et dont il s'attribuait sommeau tout le mérite de la construction. Et puis il y avait moi, Camille, la sous-performante de la famille qui travaillait dans une banque. Cette réunion de famille particulière se tenait dans le domaine de mon oncle Thomas à Neuilly-sur-Seine, en France. La maison était immense, tout en pierre et en verre, surplombant 3 acres de pelouse manucurée. Plus de 50 parents s'étaient réunis pour le barbecue estival annuel de la famille Dubois, et j'étais arrivé en retard après une semaine particulièrement éprouvante. J'avais espéré me glisser discrètement, mais Michel m'a repéré immédiatement de l'autre côté de la terrasse. « Camille, la voilà » a-t-il crié, assez fort pour que la moitié de l'assemblée se retourne et regarde. « Comment le monde de la banque te traite-t-il ? Toujours à compter ses billets de banque ?» Des rires polis ont parcouru la foule. J'ai souri et me suis dirigé vers la table des boissons. « Salut, Michel. Le travail me tient occupé. »« Je parie que oui, » a-t-il dit en me suivant. Il était maintenant au centre de l'attention, profitant de son public. Tous ses dépôts à traiter, ses retraits à gérer. Un travail très important. Il faut bien que quelqu'un le fasse, ai-je dit doucement, en me servant un thé glacé. Romain est apparu à mon coude, son expression un mélange de pitié et d'inquiétude. « Camille, nous devons parler de ta trajectoire de carrière. Tu as 33 ans maintenant. Ne penses-tu pas qu'il est temps d'envisager de progresser ? Peut-être de retourner à l'école ? Un MBA pourrait vraiment t'aider à dépasser le travail de guichetière. » J'apprécie l'inquiétude. « Je suis sérieux » a-t-il insisté. Hélène et moi en parlions. Nous pourrions t'aider à entrer dans un bon programme, peut-être même couvrir une partie des frais de scolarité. Tu as du potentiel. Tu as juste besoin de direction. J'ai pris une longue gorgée de thé. J'avais eu cette conversation sous diverses formes au moins une douzaine de fois au fil des ans. C'est très généreux, mais je suis bien où je suis. Bien, ce n'est pas génial, n'est-ce pas? Hélène nous avait rejoints, sa robe de créateur et sa montre Cartier captant la lumière du soleil. Tu devrais vouloir plus pour toi-même. Nous avons tous commencé quelque part, mais nous nous sommes poussés à réussir. C'est la manière des Dubois. La manière des Dubois, ai-je répété d'un ton neutre. Exactement, a sauté Michel. Il s'échauffait vraiment sur son sujet maintenant, plusieurs autres parents se rassemblant pour écouter. Prenez-moi, par exemple. J'aurais pu rester dans mon confort, juste gérer ce que papa a construit. Mais je me suis développé 6 nouvelles concessions en 3 ans, des revenus en hausse de 40%. C'est ça, l'ambition. C'est ce qui sépare les gens qui réussissent des gens qui restent dans des postes de débutants toute leur vie. Tante Sylvie, la sœur de ma mère, m'a tapoté la main avec sympathie. Ne te sens pas mal, Camille. Tout le monde ne peut pas être un grand performeur. Certaines personnes sont faites pour des travaux plus simples. Il n'y a aucune honte à cela. Absolument aucune honte, a acquiescé l'oncle Jacques. Le monde a besoin de guichetiers de banque. C'est un travail honnête. Peut-être pas prestigieux, mais honnête.
J'ai hoché la tête lentement. Le travail honnête est important. Bien que, a dit ma mère, apparaissant avec une assiette de nourriture, j'aimerais que tu considères l'offre de Romain. Ou au moins que tu essaies de passer à la direction de banque. Ton cousin Antoine gère une succursale de BNP Paribas. Je pourrais lui demander des conseils sur la façon dont tu pourrais gravir les échelons. Maman, je n'ai vraiment pas besoin d'eux. Elle est sur la défensive, a observé Hélène au groupe. C'est ce qui arrive quand les gens ne sont pas sûrs de leur choix de carrière. Camille, nous essayons de t'aider. Je comprends cela. Vraiment? Michel était maintenant en pleine performance. Parce que de mon point de vue, tu es dans le même poste depuis 7 ans. Ce n'est pas une carrière. C'est une situation d'attente. À un moment donné, tu dois te demander, est-ce que je vais quelque part, ou est-ce que je fais juste du surplace? Mon téléphone a vibré dans ma poche 1, 2, 3 fois en succession rapide. Je l'ai ignoré. Peut-être que la banque n'est tout simplement pas ta vocation, a suggéré tante Sylvie. As-tu pensé à d'autres domaines? La gestion de vente au détail, les ressources humaines, quelque chose avec un cheminement de carrière plus clair. Le problème, c'est la vision, a déclaré Michel. Les gens qui réussissent voient la situation dans son ensemble. Ils se fixent des objectifs. Ils font bouger les choses. Ils ne se contentent pas de pointer à l'entrée et à la sortie d'une agence, à compter l'argent des autres. Mon téléphone s'est mis à sonner. J'ai jeté un œil à l'écran, gouverneur de la Banque de France Moreau. Urgent. La conversation autour de moi a continué, mais j'avais cessé d'écouter. Le gouverneur Moreau n'appelait pas le week-end, sauf si quelque chose de très grave se passait. Excusez-moi, ai-je dit, me dirigeant déjà vers la maison. Je dois prendre cet appel. Vous voyez, ai-je entendu Michel dire derrière moi. Elle ne peut même pas profiter d'un barbecue en famille sans que son patron l'appelle. C'est ce qui arrive dans ces emplois de service de bas niveau. Pas d'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, pas de respect. J'ai répondu en entrant dans le bureau de l'oncle Thomas, fermant la porte derrière moi. Directrice Dubois. Camille, je m'excuse de vous interrompre pendant votre week-end. La voix de Jean-Pierre Moreau était tendue, maîtrisée. Nous avons une situation. Le marché des crypto-monnaies est en chute libre. Nous envisageons un effondrement potentiel de 1800 milliards d'euros. Il se propage à la banque traditionnelle plus rapidement que nos modèles ne le prévoyaient. J'ai besoin que vous activiez immédiatement les protocoles de stabilisation d'urgence. Mon esprit est instantanément passé en mode crise. 7 ans en tant que directrice de la stabilité financière à la Banque de France m'avait formé pour exactement ce scénario. Quel est le vecteur de contagion? 3 grandes banques ont une exposition significative par le biais de produits dérivés de crypto-monnaies non couverts. Si elles font faillite, nous nous dirigeons vers des défauts de paiement en cascade dans tout le système financier. Cela pourrait faire paraître 2008 mineur. Position de liquidité actuelle? Elle se détériore d'heure en heure. Le ministre de l'Économie et des Finances informe le président de la République en ce moment. Nous avons besoin de votre équipe de crise rassemblée et de recommandations prêtes pour la réunion d'urgence de la Banque de France dans 2 heures. J'ouvrais déjà mon ordinateur portable crypté, accédant au système sécurisé de la Banque de France. J'active le groupe de travail maintenant. J'aurai besoin d'un accès à tous les rapports d'exposition des banques et aux données du marché en temps réel. Vous avez pleine autorisation, Camille. Je n'ai pas besoin de vous dire à quel point c'est grave. Nous avons une fenêtre très étroite pour empêcher un effondrement financier complet. Compris, monsieur le gouverneur. J'aurai des recommandations préliminaires dans 90 minutes. C'est pour cela que vous êtes la directrice de la stabilité financière. Votre équipe est la meilleure au monde dans ce domaine. Je compte sur vous. Nous ne vous décevrons pas. J'ai raccroché et j'ai immédiatement commencé à exécuter les protocoles de crise que j'avais contribué à développer. D'abord, j'ai envoyé un message à mon directeur adjoint, code rouge. Activez l'équipe de crise complète. Réunion d'urgence de la Banque de France dans 120 minutes. Ensuite, j'ai ouvert le portail sécurisé qui me donnait un accès en temps réel au bilan de chaque grande institution financière des États-Unis. Les chiffres étaient pires que ce à quoi je m'attendais. Beaucoup pire. 3 banques étaient gravement exposées. Si je n'agissais pas vite, elles feraient faillite d'ici lundi matin,
et elles étaient assez grandes pour déclencher le type exact d'effondrement systémique que toute ma carrière avait été consacrée à prévenir. J'ai consulté les facilités de prêt d'urgence, les opérations de pension livrées au jour le jour, les dispositions du guichet d'escompte. J'avais l'autorité d'injecter des liquidités directement dans le système bancaire jusqu'à 450 milliards d'euros si nécessaire. Mais cela devait être fait de manière stratégique, prudente, avec une précision chirurgicale. Mon téléphone a vibré avec des messages entrant de mon équipe de crise, tous répondant en quelques minutes bien que ce soit un samedi après-midi. C'étaient les meilleurs experts en stabilité financière au monde, et nous nous étions entraînés pour ce scénario exact. 20 minutes après le début de mon analyse, quelqu'un a frappé à la porte du bureau. Je l'ai ignoré. On a frappé à nouveau. Camille? C'était la voix de Romain. Tu es là-dedans depuis un moment. Tout va bien? Je travaille. Je sortirai dès que je pourrai. Tu travailles le week-end? Camille, c'est exactement ce dont nous parlons. Ton travail consume ta vie. Aucun poste de guichetière de banque ne devrait exiger. Romain, je ne peux vraiment pas parler maintenant. C'est urgent. J'ai entendu des murmures devant la porte, puis la voix d'Hélène. Elle nous évite. C'est ce qui arrive quand les gens n'arrivent pas à affronter la vérité sur leurs échecs. Je me suis retourné vers mes écrans, en train de faire des simulations. Si j'autorisais un prêt d'urgence à la banque A, cela stabiliserait sa position mais pourrait effrayer les marchés concernant les banques B et C. Si j'annonçais une large injection de liquidités, cela pourrait signaler la panique. Le séquençage devait être parfait. Mon téléphone a sonné de nouveau. Cette fois, c'était le ministre de l'économie et des finances. Directrice Dubois, le président de la République veut votre évaluation. Quelle est la gravité de la situation? Potentiellement catastrophique si nous n'agissons pas dans les prochaines heures. Je modélise 3 scénarios en ce moment. Dans le pire des cas, nous envisageons la faillite d'au moins 3 grandes banques d'ici lundi, avec des effets en cascade dans tout le système financier. Pouvez-vous l'empêcher? Oui, mais j'ai besoin de l'autorisation pour mettre en œuvre des interventions agressives. Nous parlons potentiellement de 360 milliards d'euros de facilités de prêt d'urgence, plus une action coordonnée avec d'autres banques centrales. Vous avez toute l'autorité dont vous avez besoin. Le président de la République est prêt à faire une allocution nationale si nécessaire. Il veut que votre équipe dirige la réponse. Dites-lui que nous nous en occupons. J'aurai des recommandations détaillées dans l'heure. 45 minutes plus tard, j'avais élaboré un plan de stabilisation complet. Il comprenait des prêts coordonnés aux 3 banques vulnérables, une déclaration publique de la Banque de France assurant au marché que nous avions la situation sous contrôle, et l'activation de lignes de swap de devises avec la Banque centrale européenne et la Banque du Japon pour prévenir la contagion internationale. C'était agressif. C'était coûteux. Et ça allait fonctionner. J'ai commencé la vidéoconférence sécurisée avec le gouverneur Moreau, les autres gouverneurs de la Banque de France et toute mon équipe de crise. Pendant l'heure suivante, nous avons affiné le plan, testé les hypothèses sous contrainte et préparé la communication publique. Excellent travail, Camille, a déclaré le gouverneur Moreau alors que nous finalisions les détails. C'est exactement pour cela que vous êtes la directrice de la stabilité financière. Votre équipe vient d'empêcher une crise financière mondiale potentielle. Nous n'avons pas encore terminé, monsieur le gouverneur. La mise en œuvre est cruciale. D'accord. J'autorise tout ce qui se trouve dans votre plan. Les facilités de prêt seront actives dans l'heure. Nous ferons l'annonce publique à 17h, heure de l'Est. Et Camille, merci. Le pays vous doit une dette dont il n'aura jamais connaissance. Alors que la vidéoconférence se terminait, j'ai réalisé que je travaillais depuis près de 2 heures. Ma famille devait se demander où j'étais passé. J'ai sauvegardé tous mes fichiers, crypté mon ordinateur portable et suis sorti du bureau. Le barbecue battait encore son plein sur la terrasse. Je pouvais voir Michel tenir son auditoire près du grill, probablement encore en train de pontifier sur le succès en affaires et l'ambition professionnelle. Je suis retourné à l'extérieur. Plusieurs parents se sont tournés pour me regarder. La voilà, a crié Michel. Tu as fini ton très important travail de banque? Quelqu'un avait besoin que tu rendes la monnaie ou quelque chose comme ça. Rire poli. J'avais entendu des variations de cette blague pendant 7 ans. Quelque chose comme ça, ai-je dit.
Camille, ma chérie, s'est approchée ma mère, le visage inquiet. Tu as l'air stressé. Est-ce que tout va bien? Ton patron est-il difficile? Juste une journée chargée. Un samedi? Hélène a secoué la tête. C'est inacceptable. Tu dois fixer des limites. Dans mon cabinet d'avocat, je ne laisse jamais les clients interrompre mon temps personnel. Tant mieux pour toi. Je suis sérieuse. C'est un symptôme d'être dans une position de bas statut. Les gens ne respectent pas ton temps parce qu'ils ne respectent pas ton rôle. Si tu étais dans la direction, tu pourrais déléguer ces urgences du week-end. Romain a hoché la tête. Elle a raison. C'est exactement ce que nous essayons de te dire. Tu dois te défendre. Progresser. Sortir du travail subalterne. Mon téléphone a vibré avec une alerte d'actualité. J'y ai jeté un œil. Urge, la Banque de France annonce des mesures d'urgence pour stabiliser les marchés financiers. En quelques secondes, plusieurs autres téléphones sur la terrasse ont commencé à vibrer avec la même alerte. L'oncle Jacques a sorti son téléphone et a lu à voix haute. La Banque de France a mis en œuvre des facilités de prêt d'urgence complètes pour assurer la stabilité du système bancaire suite à la volatilité du marché des crypto-monnaies. Le gouverneur de la Banque de France, Moreau, a salué l'action rapide de l'équipe de gestion de crise de la Banque de France. Eh bien, c'est préoccupant, a dit Michel. Heureusement que je garde mon argent diversifié. La Banque de France a intérêt à savoir ce qu'elle fait. Je suis sûr qu'ils le savent, ai-je dit doucement. Bien que, honnêtement, a-t-il poursuivi, à quel point cela peut-il être difficile? La Banque de France imprime simplement de l'argent quand il y a un problème. Ce n'est pas comme s'il dirigeait de vraies entreprises, comme certains d'entre nous. J'ai pris une gorgée de mon thé glacé maintenant tiède. Tante Sylvie lisait son téléphone. Il est dit ici que la réponse d'urgence a été dirigée par la directrice de la stabilité financière, Camille Dubois. Elle a levé les yeux. C'est intéressant. Le même nom de famille que nous. Probablement une coïncidence, a dit Hélène d'un ton dédaigneux. Dubois est un nom commun. Non, mais regarde. L'oncle Jacques avait ouvert le site web de la Banque de France sur son téléphone. Il y a une photo. C'est. On dirait notre Camille. Plusieurs parents se sont pressés autour de son téléphone. Il y a eu un long moment de silence. Ce n'est pas, a commencé Michel, puis s'est arrêté. Romain a pris le téléphone des mains de l'oncle Jacques. Son visage est devenu pâle. Camille Dubois, directrice de la stabilité financière, Banque de France. Nommée à l'âge de 26 ans, plus jeune directrice de l'histoire de la Banque de France. Auparavant économiste principale au Fonds monétaire international, doctorat en économie d'HEC Paris, master de la London School of Economics, diplôme de premier cycle de Sciences Po. Il a levé les yeux vers moi. Camille, qu'est-ce que c'est? Ma biographie, ai-je dit simplement. Mais tu as dit que tu travaillais dans une banque, a dit ma mère, sa voix faible. Je travaille bien dans une banque. La banque la plus importante du pays, la Banque de France. La Banque de France, a répété lentement Hélène. Tu travailles pour la Banque de France. Je ne fais pas que travailler pour elle. Je suis l'une des directrices principales. Je supervise la stabilité financière de l'ensemble du système bancaire français. Le visage de Michel était passé du bronzé au grisâtre. Mais tu as dit. Nous pensions tous que tu étais une guichetière de banque. Non, vous avez tous supposé que j'étais une guichetière de banque. J'ai dit que je travaillais dans une banque à Paris. Vous n'avez jamais demandé dans quelle banque ni ce que j'y faisais. Nous te posions constamment des questions sur ton travail, a protesté Romain. Vous me demandiez si j'étais toujours à la banque, et je disais oui. Vous me demandiez si le travail me tenait occupé, et je disais oui. Vous n'avez jamais demandé une seule fois quel était mon titre exact ou quelles étaient mes responsabilités. Vous avez juste supposé. Tante Sylvie parcourait le site web de la Banque de France, son expression passant de la confusion au choc. Il est dit ici que tu diriges une équipe de 200 économistes et analystes. Que tu as conseillé le Conseil de la Banque de France sur le risque systémique. Que tu as témoigné devant le Parlement 14 fois. 15, en fait. J'ai témoigné devant la Commission des finances du Sénat le mois dernier. L'appel que tu viens de prendre, a dit lentement l'oncle Jacques.
C'était à propos de la crise financière, celle dont on parle partout aux informations en ce moment? Oui. Le gouverneur Moreau avait besoin de moi pour activer nos protocoles de stabilisation d'urgence. Le gouverneur Moreau, a répété Romain. Jean-Pierre Moreau, le gouverneur de la Banque de France, t'a appelé personnellement? Il est techniquement mon patron, donc oui, il m'appelle quand il y a des crises qui relèvent de ma direction. Michel s'est assis lourdement sur une chaise de terrasse. L'effondrement des crypto-monnaies. Les prêts d'urgence. C'était toi. C'était mon équipe. J'ai simplement dirigé la réponse et conçu la stratégie d'intervention. Combien, a-t-il demandé faiblement. Combien de prêts d'urgence as-tu autorisé? Les détails sont confidentiels, mais l'annonce publique a mentionné l'ampleur des facilités que nous avons activées. Hélène lisait son téléphone. Cet article dit que la Banque de France a autorisé jusqu'à 360 milliards d'euros de prêts d'urgence. As-tu personnellement autorisé cela? J'ai développé la recommandation. Le gouverneur Moreau et le Conseil de la Banque de France l'ont autorisé. Mais oui, le plan était le mien. Il y eut un silence absolu sur la terrasse. Plus de 50 par an, tous me fixant. Tu contrôles 360 milliards d'euros, a dit Michel, sa voix à peine un murmure. Je ne les contrôle pas. J'ai l'autorité de recommander leur déploiement lorsque la stabilité financière est menacée. Il y a une différence significative. Camille, a dit ma mère, et elle pleurait maintenant. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? J'ai essayé. Il y a 7 ans, à Noël, j'ai dit que j'avais été nommée directrice à la Banque de France. Tout le monde parlait de la promotion d'Hélène au rang d'associée, et papa a dit, c'est bien, ma chérie, et a changé de sujet. À Thanksgiving il y a 3 ans, j'ai mentionné avoir témoigné devant le Parlement sur le risque systémique, et Michel a dit que c'était mignon que je m'intéresse à l'économie. L'été dernier, j'ai parlé de la coordination avec la Banque Centrale Européenne sur les réglementations bancaires, et Romain m'a demandé si c'était quelque chose que j'avais lu en ligne. Mais tu ne nous as jamais corrigé quand nous t'appelions guichetière de banque, a dit Hélène. Je l'ai fait, plusieurs fois. Vous n'avez pas écouté. Finalement, j'ai réalisé que vous aviez décidé qui j'étais et ce que je faisais, et que rien de ce que je dirais ne changerait cela. Alors, j'ai arrêté d'essayer. Romain lisait ma biographie officielle de la Banque de France, ses mains tremblantes. HEC Paris, doctorat en économie, thèse sur le risque financier systémique et les modèles de contagion, publié dans l'European Economic Review, lauréate du prix Jean Monnet d'économie financière pour le meilleur économiste financier de moins de 40 ans. Il a levé les yeux. Tu es l'une des principales économistes financières au monde. Certaines personnes le pensent, oui. Le prix Jean Monnet, a dit l'oncle Jacques. Je sais ce que c'est. C'est comme le prix Nobel pour les jeunes économistes, Camille. C'est incroyable. Ce fut un honneur de le recevoir. Tante Sylvie avait des larmes coulant sur son visage. Toutes ces fois où nous t'avons plainte. Toutes ces fois où nous t'avons proposé de t'aider à trouver un meilleur travail. Et tu prévenais des crises financières. Tu empêchais littéralement l'économie mondiale de s'effondrer. C'est un peu dramatique, mais la stabilité financière est un travail important, oui. Combien gagnes-tu? A soudainement demandé Michel, puis il a immédiatement paru embarrassé. Désolé, c'est impoli. C'est juste que. Je me suis vanté de mes concessions devant quelqu'un qui. Les salaires des directeurs de la Banque de France sont publics. Tu peux chercher si tu es curieux, mais ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de travail. Hélène lisait encore, faisant défiler article après article. Il y a un profil de toi dans The Economist. On t'appelle la gardienne discrète de la stabilité financière française. Il est dit que tu as joué un rôle déterminant dans la prévention de 3 crises bancaires potentielles depuis ta nomination. La presse est parfois trop généreuse. Il y a une citation ici d'un professeur de Sciences Po, la directrice Dubois est très probablement la personne la plus importante de la finance française dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler. Elle m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à de l'admiration. Pourquoi n'avons-nous jamais entendu parler de toi? Parce que je fais bien mon travail. Quand la stabilité financière fonctionne correctement, elle est invisible. On n'en entend parler que lorsque quelque chose ne va pas. Mon téléphone a vibré avec un texto du gouverneur Moreau, les marchés se stabilisent. Votre plan fonctionne. Bien joué.
J'ai souri et j'ai rangé mon téléphone. Ce sourire, a dit Romain doucement. Je ne t'ai jamais vu sourire comme ça. Ça a été une bonne journée. Nous avons empêché quelque chose de très grave de se produire. Et nous l'avons passé à nous moquer de toi, a-t-il dit, sa voix se brisant. Nous l'avons passé à te dire que tu avais échoué, que tu avais besoin de notre aide, que tu avais gâché ton potentiel. Et tu venais de sauver le système financier. Pour être juste, la journée n'est pas terminée. Nous avons encore la mise en œuvre à surveiller. Camille, a dit ma mère, se levant et marchant vers moi. Je suis tellement désolé. Je suis si désolé. Tu as accompli quelque chose d'extraordinaire, et je ne le savais même pas. J'avais honte de ma propre fille, et j'aurais dû éclater de fierté. Maman, non. Laisse-moi dire ceci. Tu es brillante. Tu es accomplie. Tu fais un travail qui compte, un travail qui affecte la vie de millions de personnes. Et au lieu de célébrer cela, je t'ai proposé de t'aider à obtenir un poste de direction dans une succursale bancaire. Elle m'a serré fort dans ses bras. J'ai tellement honte. Tu ne savais pas. J'aurais dû savoir. J'aurais dû écouter. J'aurais dû prêter attention à la vie de ma propre fille au lieu de supposer que je la comprenais. Un par un, mes parents ont commencé à assimiler la réalité. Les conversations sur la terrasse sont passées du choc à l'embarras, puis à quelque chose qui ressemblait à de l'admiration. Michel s'est approché de moi, l'air sincèrement humble pour la première fois dont je me souvienne. Camille, je suis désolé. J'ai été un parfait crétin. Je me suis vanté de concessionnaires automobiles devant quelqu'un qui gère littéralement la stabilité du système bancaire français. Je me sens comme un idiot. Ton travail est important aussi, Michel. Les gens ont besoin de voitures. Mais je n'avais pas besoin d'être un tel con à ce sujet. Je n'avais pas besoin de te rabaisser constamment pour me sentir important. Non, ai-je convenu. Tu n'en avais pas besoin. Il a hoché la tête, acceptant le reproche. Pour ce que ça vaut, je suis impressionné. Vraiment impressionné. Et désolé. Romain avait sorti une vidéo sur son téléphone, des images de moi témoignant devant le Parlement sur les réglementations bancaires. J'ai déjà vu ça, a-t-il dit avec étonnement. Quand c'est passé sur la chaîne parlementaire, je t'ai regardé témoigner sur les mesures de stabilité financière, et je me suis dit, cette économiste est vraiment brillante. Je n'avais aucune idée que c'était ma sœur. Est-ce que ça aurait changé quelque chose? Et si tu avais su que c'était moi? Aurais-tu été fier, ou aurais-tu quand même supposé que je devais exagérer, ou que quelqu'un d'autre faisait le vrai travail? Il y a réfléchi. Honnêtement, je ne sais pas. Et c'est honteux. Hélène lisait les commentaires sur un article de presse financière concernant l'action d'urgence de la Banque de France. Tous ces économistes et banquiers qui louent l'action décisive de la directrice Dubois. Ils parlent de toi. Ils te respectent. Et moi, je te donnais des conseils de carrière comme si tu étais une employée débutante en difficulté. Tes intentions étaient bonnes. Mes intentions étaient condescendantes. Il y a une différence. Elle a posé son téléphone. Camille, je ne sais pas comment réparer ça. Je ne sais pas comment effacer 7 ans de mépris et de moquerie. Tu ne peux pas l'effacer. Tu peux seulement en tirer des leçons. C'est-à-dire? C'est-à-dire que peut-être la prochaine fois, tu demanderas au lieu de supposer. Peut-être que tu écouteras au lieu de faire la leçon. Peut-être que tu considéreras que les gens peuvent être plus que ce qu'ils paraissent. Elle a hoché la tête lentement. C'est juste. C'est plus que juste. Le reste du barbecue s'est déroulé dans un flou. Au lieu d'être la sous-performante plainte, je suis soudainement devenu le centre d'attention, mais cette fois avec respect au lieu de condescendance. Les gens posaient des questions sincères sur mon travail. Ils écoutaient mes réponses. Ils me traitaient comme une professionnelle accomplie au lieu d'un échec qui avait besoin d'aide. C'était étrange et attendu depuis longtemps. Alors que la soirée touchait à sa fin, l'oncle Thomas m'a pris à part. Camille, je te dois aussi des excuses. J'organise ces réunions depuis 20 ans, et j'ai vu tout le monde célébrer les succès de tes frères et sœurs tout en ignorant les tiens. J'aurais dû dire quelque chose. J'aurais dû m'assurer que les gens comprenaient ce que tu avais accompli. Ce n'est pas ta responsabilité. Peut-être pas, mais je fais aussi partie de la famille, et je t'ai laissé tomber.
Il a fait une pause. Pour ce que ça vaut, ton père aurait été si fier. Il a toujours dit que tu étais la plus intelligente de tous les enfants du bois. On dirait qu'il avait raison. Mon père était décédé quand j'étais en études supérieures, avant que ma carrière n'ait vraiment commencé. La mention de son nom m'a touché plus que je ne l'aurais cru. Merci, oncle Thomas. Ça signifie beaucoup. Alors que je rentrais chez moi dans mon appartement de Saint-Germain-des-Prés, mon téléphone a vibré avec des messages de divers parents et des excuses, des questions, des expressions d'admiration. Je leur répondrai éventuellement, mais pour l'instant, j'avais des choses plus importantes sur lesquelles me concentrer. Les marchés ouvriraient dans moins de 48 heures, et je devais m'assurer que nos mesures de stabilisation tenaient bon. Car c'était ça, le travail de stabilité financière, il ne s'arrêtait jamais vraiment. Il y avait toujours une autre crise en préparation, un autre risque à évaluer, une autre catastrophe potentielle à prévenir. Ma famille avait passé 7 ans à penser que j'étais une guichetière de banque, à me plaindre, à me proposer de m'aider à trouver une meilleure voie. Ils s'étaient trompés sur toute la ligne. Mais d'une manière étrange, leur sous-estimation avait été libératrice. Cela signifiait que je n'avais jamais eu à jouer un rôle pour eux, jamais à justifier mes choix, jamais à rivaliser avec mes frères et sœurs pour obtenir leur approbation. J'ai simplement construit tranquillement une carrière qui comptait et une carrière qui affectait la vie de millions de personnes, qui maintenait la stabilité du système financier, qui empêchait le genre de catastrophes économiques qui pouvaient dévaster des nations entières. Et s'il a fallu une crise financière mondiale pour que ma famille le remarque, eh bien, cela en disait plus sur eux que cela n'en a jamais dit sur moi. Mon téléphone a vibré avec un dernier message. Celui-ci du gouverneur Moreau, les marchés se maintiennent. Votre équipe a fait un travail exceptionnel aujourd'hui. Prenez votre journée demain. Vous l'avez bien mérité. J'ai souri et j'ai rangé mon téléphone. Prendre ma journée demain. Comme si la prévention des crises financières suivait un calendrier. Mais j'appréciais l'attention. Directrice Camille Dubois, Banque de France. Pas une guichetière de banque, pas un échec, pas quelqu'un qui avait besoin d'aide pour trouver son chemin. Juste quelqu'un qui était tranquillement devenu l'une des plus importantes décideuses en matière de politique financière au monde. Et c'était suffisant.